Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nathalie Devineau, je suis assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire d'une heure sur le thème « Booster l'immunité des enfants par la micronutrition » qui est proposé dans le cadre de notre programme « La santé de votre enfant » que l'on propose maintenant à nos adhérents depuis plusieurs années. Voilà, donc aujourd'hui je suis entourée de deux collègues, donc Thierry Gatineau, qui s'occupera de toute la partie des questions-réponses, et ma collègue Milena Szczetkowski, qui a une formation de naturopathe et qui est chargée de prévention chez nous actuellement. Voilà, donc on a des compétences en interne, autant s'en servir. Voilà. Donc, bienvenue à tous les deux. Et puis, vous qui êtes en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Milena y répondra à la fin de la conférence. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. À tout à l'heure. Milena, c'est à toi. Oui, alors merci beaucoup Nathalie. Je me présente, je suis donc Milena Szczetkowski, je suis chargée de prévention au sein d'Harmonie Mutuelle, comme le disait Nathalie tout à l'heure. Dans ce cadre-là, j'ai pour mission d'accompagner les entreprises, mais également de réaliser des webinaires comme c'est le cas aujourd'hui, pour pouvoir vous permettre d'avoir des connaissances sur certains sujets. Donc aujourd'hui, je vous propose ce webinaire sur le sujet du booster l'immunité des enfants par la micronutrition. Nous verrons dans différentes parties justement déjà le système immunitaire de l'enfant. On rappellera un petit peu comment se construit ce système immunitaire et pourquoi est-ce qu'il est important de l'alimenter d'une certaine façon pour le renforcer. Dans une seconde partie, nous aborderons la micronutrition et ce à quoi elle consiste. Ensuite, nous verrons plus en détail chaque micronutriment qui sera essentiel aux besoins immunitaires de l'enfant. Et enfin, en quatrième et dernière partie, nous aborderons la micronutrition en pratique dans le quotidien de votre enfant. Donc, je vous propose déjà d'aborder le système immunitaire de l'enfant. Alors, le système immunitaire de l'enfant, il est en fait la défense naturelle du corps contre les infections et les maladies. Il faut savoir qu'à la naissance, l'enfant reçoit des anticorps par sa mère via le placenta et après la naissance via le lait maternel. Donc, on peut dire que l'immunité du nourrisson, elle est d'abord prêtée par sa maman, comme on le disait, par le placenta, mais aussi par l'allaitement. Et ces anticorps vont protéger le bébé contre certaines infections les premiers mois, un peu comme une protection temporaire qui va être fournie par la maman. L'enfant va alors disposer d'une immunité qu'on appelle une immunité innée. C'est donc la première ligne de défense qui est rapide et générale, qui va être active dès la naissance. On va dire que c'est comme un peu des soldats de première ligne qui vont réagir rapidement à tout ce qui est étranger à l'organisme. Et durant sa petite enfance, progressivement, le bébé va commencer à développer son propre système immunitaire. On appelle l'immunité adaptative, qui va se développer progressivement pour apprendre à reconnaître précisément les microbes, garder une mémoire immunitaire et mieux réagir aux infections futures. On peut dire que c'est un petit peu comme des soldats qui sont plus spécialisés et qui vont apprendre à reconnaître chaque microbe, se souvenir d'eux pour mieux y réagir plus tard. C'est une réponse qui va être plus spécifique et donc une mémoire immunitaire qui va se développer progressivement au contact des microbes et des vaccins. Comme résultat, on peut voir que souvent l'enfant va tomber un peu plus malade que pourrait le faire un adulte, mais c'est une étape qui est normale dans l'apprentissage pour le système immunitaire qui va devoir savoir défendre l'organisme et le protéger. Alors effectivement, pour renforcer et soutenir le système immunitaire de l'enfant, il va y avoir une importance du microbiote intestinal qui va pouvoir entraîner le système immunitaire. Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des microbes qui vivent dans l'intestin. Il se compose de bactéries, de virus et de champignons qui sont absolument bénéfiques pour la santé de l'enfant et de tout le monde d'ailleurs. Et donc, ce système immunitaire et ce microbiote va devoir être enrichi pour être stabilisé et permettre à l'enfant d'avoir une bonne immunité. Donc, exposer l'enfant à une variété de microbes, comme ça peut être le cas lorsqu'il rentre à la crèche ou à l'école et qu'il est en contact d'autres enfants, qu'il bénéficie d'une alimentation variée et riche en micronutriments, ça va l'aider à renforcer son système immunitaire. Donc, en stimulant la maturation de ses défenses immunitaires, mais aussi en enrichissant et en diversifiant son microbiote intestinal.
Donc, le système immunitaire de l'enfant, il va se construire et s'entraîner pour le protéger efficacement. Et ça va être un peu comme former justement les soldats de l'armée, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour qu'ils soient prêts à défendre le corps efficacement en cas d'agression. Alors, nous allons aborder maintenant le sujet du jour, qui est vraiment la micronutrition. Donc, qu'est-ce que la micronutrition? La micronutrition, elle est une approche finalement de la santé qui s'intéresse aux micronutriments. Alors, les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras essentiels, les acides aminés, les probiotiques, etc. Donc, on va y revenir tout à l'heure plus en détail pour voir un peu lesquels sont vraiment essentiels pour l'immunité des enfants et les rôles de chacun. Et contrairement aux macronutriments qui sont les protéines comme la viande, les glucides comme les sucres et les lipides qui sont les graisses, et qui, eux, apportent de l'énergie, les micronutriments, eux, ne vont pas apporter de calories, mais ils vont jouer un rôle qui est vraiment crucial dans le fonctionnement optimal de l'organisme, comme par exemple pour la croissance de l'enfant, pour ses défenses immunitaires, pour son développement cognitif et également son équilibre hormonal, mais aussi plein d'autres fonctions. Donc chez l'enfant, cette micronutrition va prendre tout son sens puisque son organisme est en pleine construction, en pleine croissance et va avoir besoin d'importantes ressources. Donc, les intérêts de la micronutrition pour les enfants, ils sont multiples. Déjà, il va y avoir comme intérêt de renforcer son immunité face aux virus et aux infections fréquentes comme les rhumes, les gastro-entérites, les angines. Donc là, on rentre dans la bonne période pour ça, parce qu'on sait qu'en période hivernale, c'est souvent un peu plus fréquent. Ça va permettre également de soutenir la croissance osseuse et musculaire, d'optimiser la concentration, la mémoire et l'apprentissage à l'école, de prévenir la fatigue et d'améliorer la vitalité, mais aussi de limiter les risques de carence qui sont parfois liés à une alimentation qui est un peu sélective ou déséquilibrée, ce qui peut être fréquent chez les enfants qui parfois ne veulent pas manger certains aliments. Donc la micronutrition, elle n'est pas là pour remplacer une alimentation saine, mais bien pour accompagner et soutenir l'enfant dans des périodes clés comme l'hiver, la maladie, la croissance et la fatigue. Et idéalement, on ciblera les bons micronutriments adaptés aux besoins de l'enfant pour éviter le tout complément avec le conseil d'un professionnel de santé. Donc, une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins de l'enfant devra être privilégiée en première intention pour apporter les micronutriments qui seront essentiels à son bon fonctionnement. Alors, à quel moment et pourquoi on va pouvoir supplémenter les enfants? La première situation, qui est la principale, ce serait en situation de carence ou de déficit fonctionnel. Comme on l'a vu, la saison hivernale peut être plus propice à des infections. On sait qu'en hiver, on a une exposition solaire qui est réduite. On a donc un risque de carence en vitamine D notamment. Il va y avoir aussi une augmentation du coup des infections saisonnières, puisqu'on va être plus enfermé, on va être moins dehors, et ça va générer plus de contagion. Il peut y avoir également une alimentation déséquilibrée qui va générer des carences, donc avec une consommation élevée d'aliments qui peuvent être ultra transformés et pauvres en micronutriments, comme des aliments industriels, riches en mauvaises graisses, etc. La sélectivité alimentaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de refuser de manger certains aliments comme certains fruits ou légumes, avec une alimentation très monotone, peut générer également des risques de carence en certains minéraux et vitamines. Le stress et le rythme de vie de l'enfant avec un rythme très intense, par exemple avec l'école, les activités scolaires ou extrascolaires qui sont multiples, le fait de manquer de sommeil, on sait que parfois les enfants peuvent se réveiller la nuit, par exemple, peuvent stresser aussi son organisme et augmenter des besoins dans certains minéraux et vitamines. Il y a également des situations spécifiques qui peuvent nécessiter une supplémentation. Donc, des enfants qui sont malades assez régulièrement, de façon récurrente, et on voit qu'on n'arrive pas trop à sortir de cette situation. Ça peut être intéressant de les supplémenter dans certains micronutriments. Une fatigue qui est chronique ou une convalescence de l'enfant après une longue maladie ou après une période d'antibiothérapie, ça peut être intéressant de soutenir le microbiote intestinal, comme par exemple avec des probiotiques, on y reviendra tout à l'heure, et de le soutenir avec certains micronutriments pour lui redonner de l'énergie. Et également, dans le cas d'une croissance rapide et en période d'adolescence, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, les besoins de l'enfant vont être augmentés au niveau des micronutriments, comme le calcium, par exemple, la vitamine D et certains acides gras oméga 3. Et ces micronutriments seront également indispensables pour assurer l'équilibre nerveux et cognitif et sa bonne immunité. Alors, nous allons maintenant nous focuser sur les micronutriments qui sont les plus essentiels à la bonne santé des enfants. Donc, tous les micronutriments ne seront pas abordés en détail dans cette partie, mais seulement ceux qui sont les plus spécifiques
pour renforcer l'immunité de l'enfant. Nous allons voir donc quels sont les rôles de ces micronutriments, où nous pouvons les trouver dans l'alimentation et comment apporter et choisir une supplémentation qui sera adaptée aux besoins de l'enfant si nécessaire. Donc nous allons commencer par les vitamines clés qui sont essentielles justement à l'immunité des enfants. Nous allons commencer par la vitamine A. On va le faire par ordre alphabétique, même si on ne va pas toutes les faire. Donc la vitamine A, on ne la connaît pas forcément, mais c'est une vitamine qui va être très importante pour contribuer à renforcer le système immunitaire et protéger les enfants, notamment de moins de 5 ans, contre les maladies évitables et les problèmes de vue. Donc il faut savoir que c'est une vitamine qui va avoir une importance primordiale dans la vision de l'enfant, parce qu'elle va participer à la formation de la rhodopsine, qui en fait est une protéine de l'œil, qui va être nécessaire pour voir dans une faible luminosité. Donc elle va permettre aussi d'améliorer la vision nocturne et la vision tout court. Et dans les cas graves de carence, il peut y avoir des problèmes de vue chez les enfants, voire une cécité, donc notamment dans des enfants qui vivraient dans des pays en sous-développement notamment. Cette vitamine A, elle a également pour mission d'assurer l'intégrité de la peau et des muqueuses, et donc de servir de barrière physique contre les infections. Elle va donc être primordiale dans le rôle de l'immunité, et elle va permettre également la bonne croissance et le développement optimal du fœtus et de l'enfant, et pour le développement de ses organes. Donc elle maintient vraiment ce système immunitaire en forme. Et elle va donc être très importante à apporter dans l'alimentation. Donc cette vitamine A, justement, où est-ce qu'on peut la trouver dans l'alimentation? Donc les sources sont différentes. Il y a des sources à la fois animales de vitamine A, qu'on appelle la vitamine A préformée, et qui va être très assimilable par l'organisme. On peut la trouver dans le foie de bœuf ou de poulet, le jaune d'œuf, les produits laitiers, mais également des poissons gras et les huiles de foie de poisson. Donc pas forcément évident de faire manger de l'huile de foie de poisson à votre enfant. En revanche, vous pouvez lui faire manger du poisson ou des aliments un peu cuisinés avec des épices ou des choses comme ça. On peut également trouver cette vitamine A dans des sources d'origine végétale qu'on va appeler les caroténoïdes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme et c'est assez facile de s'en souvenir parce que caroténoïdes, ça fait penser aux carottes, donc un légume orange, parce que c'est une vitamine qu'on va retrouver beaucoup dans les légumes oranges ou jaunes, comme les carottes, les patates douces, le potimarron et la plupart des courges. Et on va trouver aussi dans les fruits oranges, comme la mangue, la papaye, les abricots et le melon. On peut également la trouver dans les légumes à feuilles vert foncé, comme les épinards ou le chou-cale. Donc cette vitamine A, elle est moins bien assimilée par les sources végétales. Par contre, si on l'associe avec un repas riche en graisse, on va beaucoup mieux l'assimiler. Donc ça, c'est important à retenir. Associer de la vitamine A présente dans les aliments avec des graisses comme un petit filet d'huile d'olive, ça peut être pas mal pour optimiser cette alimentation. Donc maintenant, nous allons nous focuser sur la vitamine C. Donc ça, cette vitamine, on la connaît un petit peu mieux. C'est une vitamine qui est intéressante pour booster l'immunité des enfants. Donc c'est vraiment un pilier d'immunité infantile. Elle va permettre de rendre les défenses plus efficaces, de protéger les cellules et de maintenir les barrières naturelles. Elle va permettre d'aider l'enfant à récupérer plus vite en cas de maladie. C'est vraiment un micronutriment qui est clé pour le système immunitaire de l'enfant. Elle va permettre de stimuler justement la production de globules blancs. On sait que ce sont un peu les soldats justement de l'organisme pour combattre les infections. Elle va permettre également de renforcer la barrière des muqueuses et de la peau. Donc, on le voyait tout à l'heure, ça permet donc de protéger l'organisme et de réduire le risque et l'intensité des infections, notamment respiratoires. C'est également un antioxydant puissant, puisqu'en fait, on sait que les infections provoquent la production de radicaux libres qui peuvent endommager les cellules de l'organisme. Et donc, la vitamine C, elle va pouvoir neutraliser ces radicaux libres et donc protéger les cellules immunitaires et réduire l'inflammation. Cette vitamine C, elle va également permettre d'accélérer la récupération de l'organisme. En cas de rhume ou d'infection, elle va pouvoir permettre de réduire la durée et la sévérité des symptômes chez les enfants. Et elle va également favoriser la cicatrisation des tissus et des blessures. Elle va aussi, et ça c'est intéressant, améliorer l'absorption du fer, qui est un nutriment essentiel pour produire les globules rouges et transporter l'oxygène dans l'organisme. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont tendance à être anémiés, c'est-à-dire qui manquent de fer. Donc, l'associer avec de la vitamine C, ça peut permettre d'augmenter l'absorption du fer, notamment du fer qui est issu des végétaux et qui soutiennent indirectement l'énergie et la résistance de l'enfant. Mais on y reviendra un petit peu par après. Donc, cette vitamine C,
elle est très sensible à la chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de 60 degrés, elle va être détruite. On va donc privilégier des aliments plutôt frais, crus ou très peu cuits lorsque cela va être possible. On la trouve principalement dans certains fruits frais comme les kiwis, les agrumes comme les oranges, les citrons, les fraises et certains fruits exotiques comme la mangue et la goyave. On peut également la trouver dans certains légumes crus comme le poivron rouge, les brocolis. On pourra les cuire légèrement toutefois parce que les brocolis crus, ce n'est pas forcément très bon. Le chou kale, la tomate, le persil et le cresson. Donc, il faut savoir que c'est une vitamine qui ne va pas être stockée par l'organisme et il pourra être intéressant d'en apporter un petit peu par l'alimentation et ce, quotidiennement. Si jamais on voit que c'est compliqué de faire manger des légumes et des fruits frais aux enfants, on pourra les supplémenter avec une vitamine C naturelle, sans additifs et qui contiendra uniquement de l'acide ascorbique. Ce qui peut être intéressant pour favoriser l'assimilation de cette vitamine C, ce sera de la répartir en prise régulière tout au long de la journée. Je vous invite à consulter un professionnel de santé pour choisir la meilleure formulation et savoir un petit peu comment et jusqu'à combien de grammage vous pouvez donner à votre enfant. Idéalement, ce sera mieux de l'apporter par l'alimentation, mais dans les cas où ce n'est pas possible, on pourra supplémenter l'enfant. Donc, il faut savoir, contrairement à une idée reçue, la vitamine C, elle n'empêche pas du tout le sommeil. Bien au contraire, lorsqu'on a des apports suffisants, elle peut même favoriser justement un bon endormissement et une qualité de sommeil, ce qui peut être très intéressant dans le cas d'enfants qui ne s'endorment pas forcément correctement. Nous allons maintenant voir un petit peu la vitamine D, donc une vitamine qui a beaucoup d'intérêt et dont on parle de plus en plus. Donc cette vitamine D, elle est incontournable pour l'immunité de l'enfant. Donc on l'a vu tout à l'heure, en période hivernale, on en a un peu moins, malheureusement, puisqu'on a moins de soleil. Donc cette vitamine D, elle va avoir différentes fonctions. Déjà, elle va permettre d'augmenter l'absorption intestinale du calcium, c'est quelque chose qui est important pour la solidité et la minéralisation osseuse. Elle va favoriser justement le développement osseux, participer à une bonne immunité et également une bonne santé cellulaire et équilibrer le microbiote intestinal. Donc, une carence en vitamine D chez les enfants, elle peut être très répandue parce qu'on sait que jusqu'avant 3 ans, les enfants ne peuvent pas aller trop s'exposer au soleil parce que c'est trop dangereux pour eux. Et dans les cas les plus sérieux, cette carence, elle peut générer du rachitisme, qui est une pathologie générant des déformations osseuses et thoraciques et justement un mauvais développement de l'enfant. Donc, il sera très important d'en apporter suffisamment et pour renforcer son immunité. Alors, comme on l'a vu, effectivement, la première source de vitamine D, ça va être vraiment apportée par le soleil. La vitamine D, elle va être à ce moment-là synthétisée tout à fait naturellement par l'organisme grâce aux rayons du soleil qui vont traverser la peau. Comme je le disais, avant 3 ans, on ne va pas s'exposer au soleil. Donc, il faudra systématiquement supplémenter les enfants avec de la vitamine D sur conseil d'un médecin. Quelque chose qui est un petit peu moins connu, c'est que la vitamine D, elle peut également être apportée par certains aliments d'origine animale. On peut retrouver justement un petit peu de vitamine D dans des poissons gras comme les sardines, le thon, de l'huile de foie de morue, du jaune d'œuf et d'autres aliments, même si la première source reste le soleil. Pour être sûr d'avoir les bons apports justement de vitamine D, notamment entre octobre et avril, la période dans laquelle nous entrons actuellement et qui est moins ensoleillée, il va être important de supplémenter l'enfant. Je vous invite à consulter un professionnel de santé pour choisir la forme la plus adaptée, en sachant que c'est la vitamine D3 qui sera vraiment la forme la plus intéressante pour supplémenter l'enfant et également les adultes, mais là on parle des enfants. On va retrouver cette vitamine D3 dans l'huile de poisson et elle sera synthétisée par la peau. C'est la plus efficace. Il faut savoir que la vitamine D, elle est bien mieux assimilée lorsqu'on l'apporte de façon mesurée, modérée, mais régulièrement. Ça veut dire qu'on pourra apporter une goutte de vitamine D3 de 1000 unités internationales une fois par semaine. C'est recommandé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et en dessous de ce seuil de 1000 unités internationales une fois par semaine, il n'y a pas de risque pour les enfants à partir de 3 ans. Aucun problème. Donc, ce sera plus intéressant de l'apporter de cette façon-là. Et on pourra contrôler régulièrement les taux sanguins de vitamine D de l'enfant une fois par an avec le conseil de votre pédiatre ou de votre médecin spécialisé pour définir la dose qui sera spécifique à lui apporter si toutefois on voit que l'enfant a des difficultés immunitaires. Nous allons maintenant nous intéresser aux minéraux et aux oligo-éléments
qui peuvent être intéressants à apporter aux enfants, justement, pour renforcer leur immunité. Nous allons commencer par le calcium. Donc, on sait que le calcium, c'est un minéral qui est essentiel à la croissance et à la solidité des os. Donc, il sera intéressant de l'apporter par l'alimentation, justement, pour assurer une bonne contraction musculaire, pour permettre une bonne croissance et une bonne solidité, bien sûr, de participer à la transmission de l'influx nerveux. On sait aussi que le calcium va permettre la coagulation du sang et également, il va intervenir dans la croissance globale et le métabolisme osseux. Une carence prolongée en calcium va malheureusement générer une fragilité osseuse et donc des risques de fractures ou des troubles de la croissance chez l'enfant. Donc ce calcium, il va pouvoir être apporté facilement par l'alimentation de certains aliments. Enfin, on va pouvoir le trouver dans certains produits laitiers comme le lait, le yaourt, le fromage, comme l'emmental et le comté et le parmesan qui en contiennent pas mal. Certains poissons avec des arêtes comestibles. On pourra, par exemple, donner des sardines et des maquereaux et des anchois aux enfants pour qu'ils puissent les manger de façon un peu plus facile. On pourra les écraser et en faire des rillettes maison avec un petit peu de yaourt, etc. Et ça pourra permettre d'apporter une bonne dose de calcium de façon naturelle avec l'alimentation. Certains légumes verts comme le brocoli et le chou-kale vont pouvoir également apporter ce calcium, ainsi que certains légumes comme les épinards, mais également les fruits à coque comme les amandes, les graines de chia et le sésame. Vraiment, ça peut être très intéressant d'apporter justement ce calcium de cette façon. Il faut savoir qu'il y a certaines astuces pour mieux assimiler le calcium. Ça peut être absorbé avec un repas qui va être donc avec un peu de vitamine D. Si par exemple l'enfant a besoin de vitamine D sur certaines périodes, on pourra l'apporter lors par exemple d'une collation où il y aura un yaourt pour que les deux puissent être bien assimilés. Il faudra aussi éviter de prendre le calcium en même temps que le fer parce que leurs absorptions vont se gêner, elles se feront concurrence au niveau de l'intestin. Et un apport régulier tout au long de la journée et non en une seule prise va également améliorer la biodisponibilité de ce calcium. Nous allons maintenant nous intéresser au fer. On sait que le fer, c'est vraiment un micronutriment qui sera indispensable à une bonne immunité pour l'enfant. Donc, le fer, il va permettre à l'organisme d'effectuer de nombreuses réactions biochimiques et il va jouer un rôle primordial pour constituer une bonne immunité pour l'enfant. On peut reconnaître en fait une carence en fer qu'on appelle l'anémie chez certains enfants avec des signes assez évocateurs, notamment un visage assez pâle, des yeux creusés, une fatigue, des étourdissements et des infections récurrentes. Ça veut dire qu'un enfant qui va tomber souvent malade, il faudra peut-être creuser du côté du fer et évaluer s'il a un taux de fer suffisant. Par contre, attention, et là j'insiste, il ne faudra jamais supplémenter un enfant en fer sans analyse biologique préalable et sans avis médical. Parce que autant une carence en fer peut être dommageable pour l'organisme, autant un excès de fer risque de pro-oxyder l'organisme. Donc je vous invite à consulter un pédiatre avant toute supplémentation pour s'assurer du dosage et prendre toutes les précautions nécessaires. Dans l'alimentation, on peut trouver du fer assez facilement. Il y a deux sources importantes de fer. On a un fer qui provient des aliments d'origine animale qu'on appelle le fer héminique, qui est un fer facilement assimilé par l'organisme, qu'on va trouver dans les viandes rouges, mais aussi les viandes blanches, les poissons, les œufs. Et on a un fer qui est plutôt d'origine végétale, qu'on appelle un fer non héminique et qui va être présent dans des aliments comme les lentilles, les légumineuses, les céréales complètes, certaines graines, des légumes verts et les fruits secs. Donc pareil que tout à l'heure, il y a une astuce pour mieux assimiler le fer. On l'avait vu tout à l'heure lorsqu'on avait parlé de la vitamine C. Il peut être intéressant au cours d'un même repas d'apporter des aliments qui sont riches en fer, notamment le fer végétal sera mieux assimilé, lorsqu'on apportera également des aliments riches en vitamine C. On pourra par exemple au cours d'un même repas faire manger des lentilles avec un enfant avec du poivron rouge, par exemple, qui est riche en vitamine C, ou lui apporter un kiwi en dessert pour qu'il ait à la fois un apport de fer végétal et de vitamine C naturelle qui va permettre d'assimiler ce fer. On pourra aussi alterner les sources de fer animal et végétal pour pouvoir varier les micronutriments et aussi, pour mieux les assimiler, faire rincer et tremper vos lentilles et vos céréales pour augmenter l'absorption du fer, mais on y reviendra par la suite. Nous allons maintenant aborder
le magnésium, qui est un micronutriment absolument essentiel pour l'organisme. Il faut savoir que c'est un micronutriment qu'on peut appeler un peu le couteau suisse parce qu'il va intervenir dans plus de 300 réactions biochimiques de l'organisme de l'enfant. Donc, il va être très important, notamment pendant la croissance, parce qu'il va intervenir dans le développement des os, des muscles et du système nerveux. Il va jouer donc un rôle essentiel dans la défense immunitaire avec un bon fonctionnement des cellules. Donc, au niveau du fonctionnement des globules blancs, il va également aider à réguler la réponse inflammatoire, mais également participer à la production d'énergie qui sera nécessaire aux cellules immunitaires pour agir efficacement et aussi soutenir l'équilibre nerveux qui sera aussi fondamental puisqu'on sait que le stress a malheureusement pour effet d'affaiblir les défenses immunitaires. Donc, une carence en magnésium pourra entraîner une plus grande sensibilité aux infections, une fatigue accrue et parfois une augmentation du stress qu'on appelle le stress oxydatif, qui est un stress de l'organisme. Il faut savoir aussi que le magnésium, il n'est pas stocké par l'organisme. Donc, on n'aura pas trop de risque de faire un excès de magnésium. En tout cas, ça ne s'est jamais trop vu. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce magnésium dans l'alimentation? Eh bien, déjà, on va pouvoir le trouver dans certains fruits secs et oléagineux, comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, certaines graines, des légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles, les haricots secs, des céréales complètes, des légumes verts, mais aussi dans le chocolat noir, mais vraiment noir, au moins 70% de cacao. Donc le chocolat au lait très sucré ou le chocolat blanc, malheureusement, ça ne marche pas pour apporter du magnésium par l'alimentation. Donc nous allons maintenant aborder le zinc, qui est un micronutriment très important pour le système immunitaire de l'enfant. Il est vraiment clé pour justement développer et maturer les cellules immunitaires. Il faut savoir que le zinc, il va être essentiel pour la production et le fonctionnement de certains lymphocytes T et B, qui sont les spécialistes en fait du système immunitaire. Il va aider les lymphocytes à reconnaître les microbes, par exemple, et à produire des anticorps efficaces. Donc ce zinc va également permettre de réguler la réponse immunitaire et d'équilibrer l'inflammation. Il va donc aider le corps à attaquer efficacement les microbes sans provoquer une réaction excessive qui pourrait endommager les tissus. Il va aussi permettre de prévenir les infections. Des études montrent que la carence en zinc va augmenter le risque d'infection respiratoire et gastro-intestinale chez les enfants. Donc un rapport suffisant va soutenir la résistance naturelle aux infections courantes. Il va aussi permettre de renforcer les barrières physiques, donc de la peau et des muqueuses. Et on l'avait vu, ces barrières, ce sont la première ligne de défense contre les microbes, donc très importante. Il va également avoir un rôle dans la cicatrisation et la réparation des tissus. Lorsqu'un enfant va être malade ou se blesser, le zinc va aider à réparer rapidement les tissus et limiter l'accès des microbes à l'organisme. Donc ce zinc, où est-ce qu'on peut le trouver dans l'alimentation? Eh bien déjà, on va pouvoir le trouver dans les produits animaux comme la viande, les poissons et les œufs, mais également dans des aliments d'origine végétale comme les légumineuses, les noix et les graines de courge. Donc, on va maintenant passer aux oméga 3, qui sont des nutriments absolument essentiels également pour la santé des enfants et leur système immunitaire. Ils ont différents rôles dans l'organisme. Déjà, on les appelle essentiels parce que l'organisme ne va pas avoir la capacité de les produire lui-même. Il va donc falloir les incorporer dans l'alimentation de nos enfants pour pouvoir leur permettre un bon fonctionnement de l'organisme. Idéalement, il faudra s'assurer d'avoir un bon apport en oméga 3 dès la conception afin que justement l'enfant puisse avoir une bonne immunité et donc la future maman pourra déjà en consommer. En fait, les oméga 3 vont être essentiels pour le développement cérébral des nourrissons, mais aussi des enfants, permettre une bonne acuité visuelle, mais également de bonnes capacités au niveau cognitif. Ils vont permettre également de stocker l'énergie, de produire des hormones et de transporter certaines vitamines, mais aussi de réguler l'inflammation et donc d'éviter des réactions disproportionnées du système immunitaire. Il faut savoir qu'une carence en oméga 3 peut générer une peau sèche, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire ou encore des sautes d'humeur. Ce sera donc important d'en apporter assez régulièrement à votre enfant. Il y a différentes sources d'oméga 3. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des oméga 3 qui sont issus des graisses d'origine végétale, donc comme issus des graines de chanvre, de chia, de courge et de cameline, par exemple. Par contre, je vous inviterai à les moudre fraîchement parce qu'elles s'oxydent très facilement et très rapidement.
Donc, si vous voulez les conserver plusieurs jours, ce n'est pas forcément idéal. Ou alors, il faudra les mettre au frais, mais pas dépasser 3-4 jours pour ne pas qu'elles s'oxydent. Vous pouvez également apporter des oméga-3 avec des noix de Grenoble. D'ailleurs, ces noix ont une forme de cerveau, ce qui est assez facile à reconnaître. Et donc, ça permet de se dire que c'est bon pour le cerveau de manger des noix de Grenoble. Vous pouvez également donner des algues. Bon, c'est peut-être un peu moins facile à manger, ça je le reconnais. Vous avez certains aliments qui sont des tartares d'algues qu'on peut trouver sur des Biocoop et qui sont très bons et qui peuvent permettre d'être un condiment intéressant pour apporter justement de l'iode et des oméga-3 à votre enfant avec ces condiments-là. Vous pouvez également apporter des bons oméga-3 très assimilables pour l'organisme avec des poissons gras des mers froides et des profondeurs, comme les petits poissons que sont les sardines, les maquereaux et les anchois, mais aussi avec du saumon par exemple, et des œufs de poule qui sont nourris aux graines de lin. Et voilà, je vous conseille la filière bleu blanc cœur qui permet justement d'avoir un apport en oméga-3 avec les œufs. Toutefois, ces oméga-3 risqueront d'être détruits quand le jaune sera cuit. Donc, je sais que les enfants, au-delà d'un certain âge, pourront en consommer, mais les enfants très jeunes, malheureusement, voilà, ce sera un peu moins le cas. Donc, il faudra privilégier d'autres apports d'oméga-3. D'ailleurs, pour les enfants qui ne peuvent pas forcément avoir ces apports suffisants en oméga-3 et lui permettre d'avoir les bienfaits nécessaires au bon développement de son organisme, je vous invite à lui faire manger donc un petit poisson gras une fois par semaine, mais également de supplémenter en oméga-3 si toutefois il n'aime pas le poisson ou qu'il est allergique aux produits de la mer. Vous pourrez lui donner des capsules contenant de l'huile enrichie en oméga-3 pour éviter tout risque d'étouffement et la percer, voire l'ajouter à l'alimentation directement. Je vous conseille également de consulter un pédiatre ou un médecin spécialisé ou même un pharmacien avant l'utilisation de toute complémentation pour choisir justement la plus adaptée aux besoins de votre enfant et lui apporter la quantité suffisante. Nous allons maintenant passer à un volet intéressant pour la santé immunitaire et le microbiote de votre enfant. Ce sont les probiotiques. Comme on l'avait vu tout à l'heure, les probiotiques ils vont jouer un rôle essentiel dans le maintien de la santé digestive et de l'immunité de l'enfant. Et ils vont être particulièrement importants pour les enfants dont le système immunitaire est encore en développement. Ce sont des micro-organismes vivants qui sont principalement des bactéries et des levures qui vont avoir des effets bénéfiques sur la santé lorsqu'ils sont consommés en quantité adéquate. Ils vont permettre d'aider à maintenir un équilibre sain des micro-organismes dans l'intestin, ce qui va être crucial pour une bonne digestion optimale et un système immunitaire fort. Donc, les probiotiques dans l'immunité des enfants, ils vont avoir des rôles distincts et très importants. Déjà, ils vont avoir pour rôle de renforcer la flore intestinale de l'enfant, puisqu'ils vont aider à maintenir un équilibre entre les bactéries bénéfiques et les pathogènes dans l'intestin, puisqu'un déséquilibre de la flore intestinale va être souvent causé par des antibiotiques ou même une alimentation déséquilibrée. Ça va avoir malheureusement pour effet d'affaiblir les défenses immunitaires. Donc, on pourra stimuler grâce à ces probiotiques la production d'anticorps. Certaines souches de probiotiques comme le lactobacillus et les bifidobacterium pourront augmenter la production d'anticorps dans l'intestin, ce qui va aider à prévenir les infections virales et bactériennes. Les probiotiques vont également pouvoir permettre de réduire l'inflammation et de moduler la réponse immunitaire en régulant la production de cytokines, qui sont des molécules qui influencent l'inflammation. Et ça va pouvoir aider à éviter des réponses inflammatoires excessives ou inappropriées qui pourraient nuire à la santé de l'enfant. Les probiotiques vont également aider pour améliorer la digestion. Un intestin qui est sain va faciliter la digestion des nutriments et permettre une meilleure absorption des vitamines et des minéraux essentiels pour un système immunitaire fort. Il va permettre également de renforcer les défenses et contre les infections, puisque des études ont montré que certains probiotiques, certaines souches en tout cas, pouvaient aider à prévenir les infections respiratoires et gastro-intestinales en créant un environnement qui sera hostile pour les agents pathogènes. Donc les probiotiques, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc déjà dans l'alimentation, les probiotiques vont être naturellement présents dans certains aliments qui sont fermentés. On sait que les yaourts contiennent justement des cultures vivantes et actives qui sont riches en lactobacillus et bifidobacterium et sont donc très bénéfiques aux enfants.
Il y a des boissons comme le kéfir de fruits, qui est une boisson qui est riche en probiotiques et qui est facilement digestible, qui peut également vous apporter à l'enfant des probiotiques naturellement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. On peut trouver des graines de kéfir dans certaines biocoop ou par le biais de personnes qui en ont chez elles. Il ne faut pas hésiter à se renseigner pour s'en procurer parce que c'est quelque chose de très facile à faire, qui n'est pas cher du tout et qui va permettre d'apporter des probiotiques de façon naturelle à l'enfant. La choucroute et les légumes fermentés sont également très intéressants comme source de probiotiques naturels. Des pickles, de légumes aussi, fermentés à l'ancienne que vous pouvez trouver dans des rayons frais, peuvent aussi apporter des probiotiques. Certains aliments d'origine japonaise comme le miso et le tempeh, qui sont à base de soja, donc je vous invite à les choisir biologiques parce que le soja peut malheureusement être contaminé par certains pesticides et OGM. Donc choisissez-les absolument d'origine biologique et locale si vous en trouvez, pour apporter justement des probiotiques naturels. Vous pourrez également donner du pollen frais à vos enfants parce que ce pollen va pouvoir aider à la reconstruction du microbiote et prévenir les effets d'une antibiothérapie, par exemple. Donc, ce sont des probiotiques qui seront naturellement présents et vont permettre de reconstruire ce microbiote. Et en plus, c'est très bon, c'est sucré. Donc ça, les enfants, ils aiment beaucoup quand c'est doux et sucré. Vous pouvez, par exemple, les ajouter dans un yaourt nature pour justement apporter un petit goût sympa et des probiotiques supplémentaires. Alors, maintenant, nous allons voir comment on peut se supplémenter avec les probiotiques pour les enfants. Donc déjà, on pourra apporter les probiotiques dans différentes situations. Déjà en prévention, pour renforcer l'immunité de l'enfant. On pourra, un mois complet, donner des probiotiques à l'enfant pour renforcer son immunité, comme pour, par exemple, anticiper une allergie au pollen de fleurs, etc. À chaque changement de saison, ça pourrait être intéressant également de commencer la supplémentation 1 ou 2 semaines avant le changement de saison, mais également en prévention des infections respiratoires ou gastro-intestinales. Comme là, on va rentrer dans la saison hivernale, ça peut être intéressant de complémenter sur un mois complet en probiotiques. Avant un voyage à l'étranger ou même dans une autre ville de France, on pourra commencer 1 ou 2 semaines avant le départ pour que le système immunitaire de l'enfant déjà se renforce avant le voyage. Effectivement, certains changements comme un lieu de vie, des perturbations des horaires, du climat, des habitudes alimentaires peuvent perturber justement le microbiote qui aura besoin justement d'être soutenu dans ses fonctions à ces moments-là. On pourra également supplémenter l'enfant en probiotiques dans une situation spécifique, comme par exemple après un traitement antibiotique ou alors après une période de stress ou lors d'une période de stress et en cas de troubles digestifs fréquents, si par exemple il a des difficultés à digérer avec des ballonnements, constipation et diarrhée. Bien évidemment, je vous invite à choisir des produits qui seront spécifiquement formulés pour les enfants, de choisir des choses qui seront adaptées et en quantité suffisante pour un effet bénéfique, de privilégier des probiotiques qui seront sous forme de poudre ou de gélules ouvertes pour les plus jeunes, parce que les gélules n'étant pas possibles pour les enfants, et de surtout consulter un professionnel de santé avant justement de débuter une supplémentation, afin de déterminer la souche et la posologie la plus adaptée à l'âge de l'enfant et à ses besoins. Nous allons maintenant passer sur notre dernière partie, à savoir la micronutrition au quotidien et donc en pratique. Comment est-ce qu'on va faire pour intégrer des micronutriments au repas de l'enfant et optimiser leur assimilation? Alors, je vous propose déjà de revoir un petit peu ensemble des exemples d'associations qui pourront être favorables pour permettre une bonne assimilation de certains micronutriments. On l'avait vu tout à l'heure et tout au long de ce webinaire, associer des aliments riches en fer et en vitamine C vont permettre d'optimiser l'assimilation du fer, notamment d'origine végétale. Vous pourrez par exemple, lors d'un repas, apporter une salade de lentilles qui sera riche en fer, avec des dés de poivron qui sont riches en vitamine C, avec du persil qui sera également riche en vitamine C et un petit jus de citron. Cette salade de lentilles, elle sera parfaite pour permettre à votre enfant d'avoir du fer et ce sera intéressant pour justement remonter un taux de fer chez un enfant anémié. On pourra également prévoir un steak de bœuf qui est riche en fer avec des brocolis vapeur. Pourquoi vapeur? Parce qu'ils sont très peu cuits, mais ils seront riches en vitamine C. Donc ça permettra justement d'assimiler le fer présent dans le steak de bœuf. Ou alors d'apporter un kiwi en dessert qui sera également très riche en vitamine C. Associer également des micronutriments comme le zinc et le magnésium vont permettre de potentialiser l'assimilation de ces deux minéraux.
On pourra trouver justement ce zinc et ce magnésium dans des aliments comme du quinoa et du filet de poulet. On pourra agrémenter avec une crème d'amande au brocoli. Le dalle de lentilles et de riz sera également intéressant. Et une paella, c'est un repas tout à fait correct pour assimiler le zinc et le magnésium. On l'avait vu également, la vitamine D va être mieux assimilée, va permettre de mieux assimiler le calcium et elle sera indispensable justement pour favoriser une bonne croissance et une meilleure solidité des os de l'enfant. Donc, lorsque l'enfant va manger des aliments riches en calcium, on pourra, quand il en a besoin, notamment en période hivernale, le supplémenter en vitamine D lors de ce repas. La vitamine A va être également intéressante pour favoriser l'assimilation de la vitamine D parce que malheureusement, une carence en vitamine A va contribuer à un déficit en vitamine D. Donc tout ça, ça va être important de le prendre ensemble. Également, le magnésium sera mieux assimilé avec la présence de vitamine B6, mais également de vitamine D. Donc ça, d'ailleurs, on peut en trouver en pharmacie des complémentations en magnésium B6 parce qu'on sait que voilà, ces micronutriments se potentialisent. À l'inverse, je vous invite à éviter certaines associations comme le calcium et le zinc parce que le calcium va empêcher l'assimilation du fer. La présence excessive de calcium dans l'alimentation, elle est souvent due à une consommation de produits laitiers ou de suppléments, oui, et elle va inhiber cette absorption de fer. Si un enfant va boire du lait, par exemple, qui est riche en calcium, avec son repas contenant des aliments qui sont source de fer végétal comme des épinards ou des lentilles, cela va avoir tendance à diminuer l'absorption du fer. Et donc, en cas d'anémie, il faudra être vigilant pour consommer des yaourts ou du lait durant un autre repas, comme par exemple pendant la collation. Il y a également des aliments qui contiennent des antinutriments et qui limitent l'assimilation de certains minéraux comme le fer, le zinc, le calcium et le magnésium, qui vont donc devenir moins disponibles pour l'organisme. Ces aliments, ce sont les grains entiers comme les légumineuses, les céréales ou même d'autres aliments comme les épinards et la rhubarbe. Pour contrer cet effet antinutriment de ces aliments secs, on va les faire tremper, les faire germer et fermenter. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre les lentilles, si on sait qu'on va vouloir dans la semaine faire des lentilles à notre enfant, on va pouvoir les rincer, les faire tremper 1 ou 2 jours dans de l'eau qu'on va changer régulièrement. Et après, elle sera beaucoup mieux digérée par l'enfant et également, on pourra mieux assimiler le fer qu'elle contienne, par exemple. On pourra aussi faire cuire à l'eau certains aliments comme les épinards, la rhubarbe, et également les associer à des aliments qui sont riches en acides comme des agrumes, de la tomate et en peptides comme de la viande et du poisson. On pourra également associer le calcium et le magnésium. C'est le contraire, il ne faudra surtout pas les associer. Il ne faudra justement pas les prendre pendant le même repas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en compétition au niveau intestinal. Ça veut dire qu'en fait, ils vont utiliser les mêmes canaux pour passer de l'intestin au sang. Donc si on prend des doses élevées de ces 2 micronutriments au même moment, ils vont malheureusement se gêner et il y aura moins de minéral qui sera absorbé de chaque côté, c'est-à-dire qu'on aura une moins bonne assimilation de calcium et de magnésium. Au niveau du fer et du zinc, ce sera la même chose, ils utilisent les mêmes transporteurs dans l'intestin, donc si on prend des doses trop élevées de l'un ou de l'autre, eh bien ce zinc et ce fer seront moins bien absorbés. C'est notamment avec la supplémentation ou l'enrichissement que l'interaction va être notable. Donc, dans l'alimentation normale avec la viande, le poisson et les légumineuses, normalement, les doses sont équilibrées, donc il n'y aura pas forcément de problème. Alors, on va passer sur un peu plus de pratique. Comment est-ce qu'on va pouvoir reconnaître des aliments qui sont riches en micronutriments ou super aliments? Déjà, ils vont avoir pour caractéristique d'être entièrement naturels, bruts et à forte valeur nutritionnelle. Donc, ce sont notamment les fruits et les légumes qui sont colorés, comme les tomates, les poivrons, les carottes, les brocolis. Donc, mettre de la couleur dans l'assiette de votre enfant, ça va assurer un minimum d'apport en micronutriments. Donc, les spécificités de ces micronutriments ou super aliments, ça va être qu'ils sont la source de nombreux bienfaits pour l'organisme et la santé. Ils vont avoir une bonne teneur en composés essentiels qui est largement supérieure à d'autres aliments et ils sont riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants. Alors, ces aliments qui sont riches en micronutriments, ils sont assez nombreux finalement. On peut les trouver donc dans les fruits rouges comme les myrtilles, les framboises. Les surgelés sont possibles parce qu'on sait qu'ils conservent bien leurs antioxydants. Les fruits de saison seront à privilégier puisque de toute façon,
ce sont ceux qu'on va trouver localement et qui seront également les plus riches en micronutriments parce qu'ils n'auront pas été conservés ou exportés d'autres pays. On va pouvoir également trouver des micronutriments intéressants dans les grenades ou les jus de grenade qui sont riches en antioxydants et pauvres en sucre. On va pouvoir aussi intégrer à l'alimentation de l'enfant des baies de goji qui vont être riches notamment en vitamine C, en fibres, en acides aminés. On peut également apporter des graines de chia qu'on va faire préalablement tremper pour l'associer par exemple à un yaourt. Ce sont des graines qui sont source de protéines végétales et de bons gras. Elles contiennent notamment des oméga-3 d'origine végétale, donc ça peut être très intéressant d'en apporter aux enfants. Du cacao cru, des graines germées également, le pollen frais qu'on avait vu tout à l'heure, qui est une bombe de nutriments, notamment riche en probiotiques, mais également en nutriments. Donc il y a du zinc, du magnésium, il y a beaucoup de choses dans le pollen frais, c'est très intéressant. La spiruline aussi est une microalgue qui est riche en antioxydants, en protéines et nutriments, et vitamines et minéraux. Et l'OMS a d'ailleurs confirmé ses bienfaits pour les populations un petit peu carencées, donc ça peut être très intéressant d'en apporter. L'eau de coco est également très riche en minéraux, notamment en potassium. Elle va être excellente pour la santé et le système digestif de l'enfant. Et en plus, c'est très bon, donc ça va être facile de l'ajouter dans un petit jus de fruits ou de légumes pour pouvoir la faire boire à l'enfant. Également, les boissons qu'on avait vues tout à l'heure, comme le kéfir, mais également le kombucha, peuvent être justement apportés à l'enfant. Et les aliments qui sont riches en fibres prébiotiques, comme les oignons, l'ail, le poireau, la banane, les asperges et la chicorée, pourront également être intégrés dans les repas de l'enfant pour pouvoir permettre d'enrichir son microbiote intestinal, puisque les probiotiques sont finalement l'alimentation des probiotiques. Donc, il va falloir faire les bons choix pour permettre à vos enfants d'avoir les nutriments essentiels. Donc, on va privilégier les alternatives d'aliments qui sont riches en micronutriments. Ça va être justement des pains de qualité biologique qui seront plutôt complets ou semi-complets, plutôt qu'un pain blanc ou une baguette. Ça va être d'utiliser des farines complètes ou semi-complètes, plutôt qu'une farine de blé blanc. Ça va être aussi d'utiliser des sucres complets, des sucres de coco par exemple, ou même des dattes pour sucrer vos gâteaux ou les desserts, plutôt qu'un sucre raffiné. Ça va être aussi d'utiliser de la fleur de sel ou du comasio, qui est un mélange de sésame complet avec du sel, plutôt qu'un sel raffiné. On va pouvoir aussi utiliser des produits laitiers à base de lait de chèvre et de brebis qui seront mieux digérés par l'estomac des enfants, plutôt que de produits laitiers à base de lait de vache. On pourra également apporter des volailles ou des viandes blanches ou une viande rouge de très bonne qualité, plutôt qu'une viande rouge d'où on ne sait pas d'où elle revient. Voilà, tout ça, vous l'aurez en livrable en parallèle de ce webinaire pour pouvoir avoir cette petite liste d'aliments à apporter à vos enfants. Donc, à retenir, et qui sera très important, ce sera déjà de varier les aliments. Donc, on les choisira plutôt bruts, biologiques, de saison et locaux, pour justement potentialiser et optimiser les nutriments, avec une alimentation qui sera riche et diversifiée. Associer judicieusement justement ces aliments selon les micronutriments qu'ils contiennent. Donc, par exemple, essayer de donner de la vitamine C avec des plats qui contiennent du fer végétal, ou de donner du calcium à un autre moment que là où on va donner du fer. Lorsqu'on va donner des compléments en fer, en calcium ou en zinc, il sera donc judicieux donc de les donner à des moments différents, comme par exemple le fer le matin, le calcium plutôt en fin de journée, etc. Et je vous invite également à faire preuve de prudence avec les compléments, surtout chez les enfants petits. Il faudra préférer justement les apports alimentaires et ne recourir aux compléments qu'après un avis médical ou selon les besoins spécifiques, en respectant des doses maximales tolérables et surveiller les quantités et les besoins réels pour éviter des surdosages inutiles de micronutriments qui pourraient entraîner des déséquilibres. Donc, je vous invite à vous fier et à vous référer à un professionnel de santé avant toute supplémentation. Voilà, donc je suis ravie d'avoir pu vous présenter un petit peu ce webinaire. Maintenant, je laisse place à un petit quiz pour voir ce que vous avez pu retenir de ce webinaire et voir si justement il y a des choses qui sont encore à revoir. Merci beaucoup Milena pour toutes ces informations très très riches. Effectivement, on voit la complexité de ce sujet qui est ô combien important pour la santé de nos enfants. Alors, si vous allez dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran, nous allons vous poser quelques questions pour voir effectivement ce qui a été retenu. Donc, nous avons effectivement la première question.
Alors, est-ce que le sondage peut s'afficher? Et effectivement, petit problème technique, le sondage ne s'affiche pas. Alors, C'est bon, la première question, c'est bon? Quelle vitamine est essentielle pour renforcer le système immunitaire de votre enfant et aider à prévenir les infections? Nous avons la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D3, la vitamine B12. Nous avons 67% de réponses. Oula, ça change beaucoup. Majoritairement, la vitamine C. Alors, effectivement, de toute façon, on l'a vu, hein, toutes ces vitamines vont être essentielles pour renforcer le système immunitaire de l'enfant et l'aider à prévenir les infections. Mais moi, j'avais plutôt insisté sur la vitamine D3 parce qu'on sait qu'elle a une importance aussi sur le microbiote de l'enfant. Mais de toute façon, vous avez en fait tous raison. C'était un peu une question piège. Finalement, toutes les réponses sont bonnes parce qu'on l'a vu, toutes ces vitamines sont essentielles à l'immunité de votre enfant. Nous avons une deuxième question. Quelle est la principale source alimentaire de vitamine D3 pour les enfants? Les céréales complètes, l'exposition au soleil, le poisson gras ou les légumes verts? Il semblerait que les personnes aient retenu l'exposition au soleil. Alors, effectivement, l'exposition au soleil, c'est la première source de vitamine D qui va être assimilée par l'organisme. Donc là-dessus, tout le monde a raison. En revanche, la question était la principale source alimentaire. Là, il y avait encore un piège. C'est pas gentil, hein, c'est vrai, hein, je suis pas sympa. Hein, je vous ai mis source alimentaire. Et là, la source alimentaire, c'est vrai que c'est un petit peu moins connu, c'est les poissons gras. On avait vu tout à l'heure que dans certains aliments d'origine animale, notamment les poissons gras, pouvaient contenir un petit peu de vitamine D3. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'exposition au soleil qui va être significative pour justement bien assimiler de la vitamine D de façon suffisante. Donc, attention, entre octobre et avril, on n'a pas cet apport grâce à l'exposition au soleil. Donc là, il va falloir être vigilant pour en apporter peut-être par ailleurs. Troisième question maintenant. Quel nutriment est essentiel pour maintenir une fibre intestinale saine et soutenir l'immunité? Alors, il y a les probiotiques, les antioxydants, les oméga 6 et les glucides complexes. Pour l'instant, à 100%, les probiotiques. Bravo, vous avez raison, effectivement, ce sont les probiotiques que j'ai un petit peu détaillés, mais que vous pourrez également retrouver dans les livrables qui seront proposés en parallèle de ce webinaire, parce qu'effectivement, ce sont des informations riches et complexes. Donc, je vous inviterai à consulter les documents à l'issue de ce webinaire, parce que les probiotiques sont vraiment des souches importantes à apporter pour les enfants, pour enrichir leur microbiote et faire en sorte qu'ils aient une bonne immunité. Quand est-il le plus efficace de donner un complément de vitamine D3 à votre enfant? Est-ce que c'est juste avant les repas, le matin avec un petit déjeuner contenant des graisses, le soir avant le coucher ou n'importe quand dans la journée? C'est à vous. Alors, on a une audience qui est un petit peu partagée. Ce qui arrive en tête, c'est quand même le matin avec un petit déjeuner contenant des graisses. Alors, tout à fait. Ce serait effectivement ça. Mais pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, la vitamine D3, elle sera mieux assimilée lors d'un repas riche en graisse. Je ne l'avais peut-être pas précisé durant ce webinaire, mais effectivement, on peut aussi la donner le soir, mais je vous invite à plutôt la proposer à partir du moment où vous avez des graisses dans le repas. Donc, ça peut être le matin, effectivement, parce qu'on sait que le matin, c'est important d'apporter de bons gras pour avoir une bonne santé intestinale et une bonne immunité. Et c'est là où le gras sera le mieux digéré par l'organisme, et donc de l'apporter à ce moment-là. Cinquième question, le zinc est important pour la production d'anticorps et le soutien des cellules immunitaires, la croissance des cheveux uniquement, l'équilibre des hormones ou la production d'insuline. À vos votes. À 92%,
les personnes ont répondu la production d'anticorps et le soutien des cellules immunitaires. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Donc le zinc va permettre justement de produire des anticorps importants pour justement l'organisme, mais également soutenir les cellules immunitaires. Mais il va pouvoir aussi avoir un impact sur la croissance des cheveux. Là, il y avait marqué la croissance des cheveux uniquement, mais c'est vrai qu'il a un impact là-dessus. Mais la réponse principale était effectivement d'avoir une importance pour les cellules immunitaires. Nous avons une avant-dernière question sur le magnésium. Il joue un rôle crucial dans la digestion des graisses, la gestion du stress et la régulation de la réponse immunitaire, la production d'énergie uniquement ou la fabrication de protéines musculaires. À 94%, la gestion du stress et la régulation de la réponse immunitaire. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est vraiment la gestion du stress et la régulation de la réponse immunitaire. On sait que le magnésium, de toute façon, joue un rôle dans plus de 300 réactions biochimiques de l'organisme. Donc, on sait qu'il a un rôle dans beaucoup de choses. Mais c'était principalement, effectivement, sur toute cette gestion du stress, puisqu'on sait que le magnésium a beaucoup d'importance dans tout ce qui va être relatif à l'équilibre nerveux. Dernière question sur la carence en magnésium. Qu'est-ce que cela peut indiquer quel symptôme peut indiquer une carence en magnésium chez un enfant? La fatigue excessive et l'irritabilité, des selles très foncées, une perte de cheveux soudaine ou une transpiration abondante. À 100%, fatigue excessive et irritabilité. Tout à fait. Et comme je le disais durant le webinaire, le magnésium, c'est assez facile malheureusement d'être carencé parce qu'il intervient dans tellement de réactions et le stress a tendance aussi à faire perdre ce magnésium. Donc, il va falloir l'apporter par l'alimentation avec tout ce qu'on a vu précédemment. Et je vous invite également à consulter un professionnel de santé pour rassurer à votre enfant d'avoir l'apport nécessaire. Parce que la carence peut malheureusement générer des problématiques un peu à pas mal de niveaux. Très bien. Thierry, je crois que nous avons quelques questions qui sont apparues dans le chat au fur et à mesure de la conférence. Est-ce que tu peux nous en sélectionner quelques-unes? Exactement. Maintenant, c'est à moi de poser les questions, et à moi de poser les questions à Milena. Voilà. Donc, bonjour. Donc, est-ce que tous les remarques sur les micronutriments sont valables pour les adultes aussi? Alors, oui. Alors, par contre, les dosages seront absolument différents d'un adulte à un enfant, mais toutes ces apports d'informations sont valables également pour les adultes, en sachant qu'on ajustera les doses, évidemment, lorsqu'il s'agira d'enfants. Ok. Question numéro 2. Quelle vitamine C prendre? Donc, il y a l'acérola, par exemple, en question. Peut-on en prendre toute l'année aussi? Alors oui, tout à fait. On peut prendre de l'acérola toute l'année. À partir du moment où c'est une vitamine C qui est naturelle et qui contient suffisamment d'acide ascorbique, il n'y a aucun souci. On peut en apporter. Il faut savoir que toute l'année, ce n'est pas un problème. Après, je vous invite plutôt à faire des cures et à laisser l'organisme se reposer de temps en temps. Peut-être privilégier l'apport de vitamine C sur une période hivernale où là, l'organisme aura besoin de plus de micronutriments pour faire face à toutes ces infections de la période hivernale. Toute l'année, ce n'est pas forcément pertinent parce qu'il y a un moment, même si la vitamine C ne va pas se stocker, essayez de l'apporter via l'alimentation et de l'apporter par cure uniquement en complémentation. Ok. Sur les produits laitiers, j'ai lu des alertes de la part de médecins, notamment sur la difficulté pour le corps à absorber le calcium du lait de vache. Oui, alors, effectivement, le lait de vache, c'est assez compliqué parfois à digérer sur certaines personnes parce que ça nécessite beaucoup d'enzymes qu'on appelle la lactase, parce que le lait de vache contient du lactose. Et certaines personnes, et même certains enfants, ont des difficultés à le digérer. Il faut savoir que la vache, c'est un animal qui a un estomac avec 4 poches, ce qui n'est absolument pas le cas des humains. Nous, on a une seule poche dans l'estomac, donc ça peut être plus compliqué pour nous de le digérer. Si jamais vous constatez des difficultés pour le corps de bien l'assimiler ou de le digérer, je vous invite à vous tourner vers des laits animaux plutôt de brebis
ou de chèvre, mais également d'aller consulter un micronutritionniste qui pourra vous conseiller pour justement apporter le calcium nécessaire à l'enfant et peut-être par le biais d'autres aliments, voire de compléments si vraiment cela s'avère nécessaire. Question sur les probiotiques. Donc il semble que les probiotiques ne restent pas dans le corps, ils sont évacués. Est-ce que suite à une cure de probiotiques, nous pouvons être plus fragiles sans cet apport? Et les enfants aussi. Effectivement, les probiotiques ne vont pas rester dans le corps tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous faites une cure de probiotiques durant un mois, ils vont rester quelques semaines encore, mais ne vont pas rester ad vitam aeternam. C'est pour ça que je vous invite à en apporter régulièrement via l'alimentation et par les aliments que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça permet vraiment d'enrichir le microbiote au long cours et prendre ces cures de probiotiques sur des périodes vraiment particulières qu'on avait vues tout à l'heure, pour renforcer l'immunité, par exemple, en période hivernale. Si vous savez que vous allez partir aussi à l'étranger, ça peut être intéressant de se complémenter, ou après une antibiothérapie, puisqu'on sait que les antibiotiques, à la fois détruisent les infections et les bactéries qui sont dommageables pour l'organisme, mais malheureusement aussi la bonne flore intestinale. Et c'est là où ça pourrait être intéressant de les apporter de façon voilà, en complémentation pour pouvoir réenrichir et ensuite continuer avec des aliments riches en probiotiques. Ok. À partir de quel âge peut-on donner du kéfir de fruits aux enfants et quelle durée pour la cure? Alors là, il ne s'agit pas forcément d'une cure parce que les probiotiques qui sont contenus dans le kéfir, c'est assez, c'est assez minime, mais il y en a quand même toutefois assez. Vous pouvez en apporter aux enfants à partir du moment où ils sont en âge de boire une boisson un peu gazeuse, puisqu'en fait, comme c'est une boisson qui est fermentée, ça a tendance à pétiller. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où l'enfant est capable de boire des choses, si vous donnez du sirop à votre enfant, vous pouvez tout à fait lui donner du kéfir, par exemple, même si je ne préconise pas de donner du sirop, évidemment. Mais vous pouvez lui donner à partir, je dirais, d'un an. À partir d'un an, vous pouvez commencer à lui donner du kéfir. Et après, les cures, ce n'est pas forcément une cure, c'est lui en donner de temps en temps, par exemple 1 ou 2 fois par semaine, lui faire boire un verre de kéfir, ça peut être très intéressant. Maintenant, on passe à la viande. Donc, la cuisson de la viande, par exemple un steak, affecte-t-elle la disponibilité et la qualité des micronutriments, car vitamines, etc. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la cuisson de la viande peut permettre justement une meilleure en fait, assimilation de certains micronutriments. Enfin, il faut savoir que les vitamines, certaines vont être détruites à la chaleur, mais tout ce qui sera minéraux ne sera pas forcément affecté par la chaleur, comme le fer, le zinc. Et il faut savoir que nous, notre système digestif, quand on cuit la viande, c'est facilitant pour mieux digérer. Donc là, forcément, quand on digère mieux, on assimile mieux, et donc on assimile mieux les micronutriments. C'est tout bon, Thierry? Mince, mon micro s'était coupé. Donc, dernière question, est-ce qu'on peut prendre de la vitamine D3 toute l'année et au mieux tous les jours ou une fois par mois en ampoule? Alors attention, on ne va pas faire de posologie ici, mais la question c'est est-ce qu'on peut prendre de la vitamine D3 toute l'année? Alors, j'ai envie de vous dire, normalement, on préconise plutôt l'apport de vitamine D3 en complémentation d'octobre à avril, c'est-à-dire dans une période d'ensoleillement moindre, puisque là, on sait qu'on rentre dans une période où, malheureusement, on va être très peu exposé au soleil. Comme je le disais tout à l'heure, les enfants de moins de 3 ans ne vont pas au soleil, donc ces derniers, de toute façon, sont supplémentés avec l'accord du pédiatre pour justement leur apporter la vitamine D3 selon leurs besoins et avec des doses adaptées. Ce que je peux vous conseiller en tant que micronutritionniste, ce serait plutôt de prendre une vitamine D3 de façon régulière, c'est-à-dire une petite goutte. Là, on parle plus sur des adultes. De prendre une petite goutte, par exemple, de 1000 unités internationales chaque jour sur une période hivernale d'octobre à avril pour s'assurer d'avoir les bons apports en vitamine D, plutôt que de prendre une ampoule de 100 000 à 200 000 UI qui est extrêmement dosée et qui malheureusement ne sera pas de toute façon assimilée par l'organisme parce que très peu physiologique. Après, je vous invite quand même à vous tourner vers un médecin spécialisé, un pharmacien, pour en discuter avec lui, lui demander quelles sont selon lui les meilleures formulations à prendre. On sait que c'est la vitamine D3 sur la formulation. Par contre, au niveau de la dose, adapter et surtout faire évaluer votre taux sanguin pour vous assurer de ne pas aller dans l'excès sur la vitamine D, parce que ça peut être aussi dommageable pour l'organisme. Mais si vous êtes en déficit, bien évidemment, de vous supplémenter et de voir à quel dosage. Très bien. Eh bien, c'est fini pour les questions. Je vais passer la parole à Nathalie maintenant pour la conclusion.
Merci beaucoup Thierry et merci beaucoup Milena pour toutes ces informations qui ont été très précieuses. Merci à tous en tout cas pour vos questions qui étaient très intéressantes. Vous avez également des documentations dans Apps, les 3 petits points en bas à droite. Vous pouvez télécharger des fichiers qui ont été mis à disposition par Milena. Il y a également une petite bibliographie dont vous pouvez vous inspirer qui apparaît à l'écran. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va être envoyé juste à la fin de cette rencontre. Merci d'y répondre puisque ça nous permet aussi de nous améliorer et de recueillir vos souhaits de thématiques, par exemple, pour le programme de l'année prochaine. Nous nous retrouvons maintenant le 18 novembre à 12h30 avec le professeur Carré pour un webinaire sur le lien entre activité et sommeil chez les enfants. Donc, très important également. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.